Eh bien, merci, merci beaucoup pour toute cette introduction. J'en rougis, voilà. Merci d'être là aussi pour cette petite séance, parce qu'elle sera brève, mais le but, c'est d'essayer d'un peu montrer l'approche que nous allons avoir pendant les 13 séances des mardis, donc de musique en voyage, puisque c'est bien le titre. Comme on l'a dit il y a un instant, c'est en collaboration avec la Ferme du Biérot et les concerts de midi qu'ils organisent, qui laissent la part belle à de jeunes musiciens la plupart du temps. Et sachez tout simplement que quand on prépare la saison, eh bien, on a en premier lieu déjà une réunion avec la Ferme du Biérot pour déterminer quels sont les musiciens qui vont venir et essayer d'avoir un répertoire qui sera parfaitement adapté. Et donc, de cette manière-là, c'est un travail vraiment en collaboration. Et la conférence se déroule donc de 10 heures à midi, et puis il y a une petite heure où des sandwichs sont disponibles avant le concert, qui dure, lui, 50 minutes, si mes souvenirs sont bons, 50 minutes à peu près. Il s'agit non pas de faire une conférence sur la matière du concert, parce que ça, ce n'est pas toujours possible, et les musiciens ont effectivement, bonjour, les musiciens ont très très souvent d'ailleurs des programmes extrêmement diversifiés dont il est impossible de trouver un fil conducteur à travers une conférence. Mais il y a toujours dans la conférence et dans la thématique de la conférence quelque chose qui renvoie à une partie du concert. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est essentiel. Alors, pendant ces 2 heures de séance, il y a une association entre les arts. C'est évidemment la musique qui est fondamentale, puisque moi, personnellement, je suis musicologue, donc c'est évidemment ma matière principale. Mais je pense aussi que puisqu'on a un magnifique outil, eh bien, il est essentiel aussi de pouvoir faire la transversalité entre les disciplines et de faire en sorte, finalement, que lorsque l'on écoute de la musique, on prenne conscience qu'un artiste musicien n'est pas isolé du monde qui l'a entouré, mais qu'il est au contraire un personnage qui a agi dans le monde. J'aime appeler cela l'écoute active, parce que écouter la musique, à mon sens, n'est pas simplement un ornement de la vie. C'en est un aussi, bien sûr, mais c'est aussi une manière d'aller écouter le témoignage d'un homme qui a vécu à une époque extrêmement différente de la nôtre et parfois qui a voulu, à travers sa musique, nous donner quelques clés concernant ce monde en question. Que le musicien n'est pas non plus un personnage qui est absolument indifférent aux autres arts et que très souvent, quand ils évoluent dans leur milieu, que ce soit des milieux de cours, que ce soit des milieux même d'aristocrates hors cours ou de communes, de villes, etc., ou même pour les indépendants, ce sont tout de même des mondes qui sont extrêmement transversaux. Et donc, ils sont rares les compositeurs qui n'ont aucun rapport avec le monde qui les entoure. C'est d'ailleurs bien pour cela que l'écoute active, c'est essayer de comprendre pourquoi finalement un compositeur qui a vécu dans une autre géographie, on pourrait faire un voyage à Vienne pour aller rencontrer Mozart, que ce serait absolument remarquable, évidemment, hein, mais on ne rencontrera pas Mozart. Hein, mais dans une autre époque, dans une autre géographie que nous, pourquoi nous touche-t-il plus de 200 ans après? C'est tout de même une question qui m'a toujours fasciné depuis que je suis enfant. Pourquoi, en écoutant la musique de Bach, puis-je ressentir des émotions absolument fortes, alors que je n'ai vraiment pas de rapport à proprement parler avec ce personnage qui a vécu ailleurs et autrefois? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans leur art, ils expriment ce qu'ils sont. Et en exprimant ce qu'ils sont, ils expriment effectivement, je pense, vraiment le monde dans lequel ils vivent. Ce n'est pas eux qui viennent vers nous, parce qu'eux ne sont plus. C'est leur œuvre qui reste. Mais c'est nous qui devons aller vers cette œuvre. D'où la musique comme action, la musique comme mécanisme de compréhension. Alors, ça peut sembler un peu intellectuel, tout cela, mais on va voir avec quelques images que, au-delà de la connaissance et de ce qu'il faut savoir et que l'on apprend progressivement, ce n'est pas un but d'érudition. Je dis toujours que l'érudition n'est valable qu'à partir du moment où elle sert à l'émotion. L'érudition pure peut être un acquis, mais est-elle vraiment utile si elle n'est pas mise au service de notre vie aujourd'hui? Ainsi, je vais vous faire entendre un petit extrait musical sans aucune autre forme de procès, et puis nous allons commenter un tout petit peu.
évidemment, vous l'écoutez dans son intégralité, vous pouvez déjà l'arrêter, même si ça nous fait du bien un lundi matin de pouvoir écouter une musique paisible. Ce qui est, me semble-t-il, fondamental lorsque l'on a une première approche. Peut-être certains d'entre vous ont reconnu cette musique, je n'en sais rien, et finalement, peu importe. Mais c'est que nous sommes émus. Est-ce que je dois dire ému? Nous sommes en tout cas interpellés par une musique, quelle qu'elle soit. Notre première approche, si nous ne sommes pas mélomanes, si nous ne sommes pas musiciens, c'est une approche affective. Ça veut dire que cette musique nous plaît ou ne nous plaît pas. Et personne n'est jamais obligé d'aimer quoi que ce soit, bien sûr. Donc cette approche-là, elle est évidemment fondamentale et elle n'est pas liée à la musique uniquement, elle est aussi liée à toute approche d'un objet que nous ne connaissons pas, d'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Il y a donc un rapport affectif qui se produit d'une manière ou d'une autre, soit d'adhésion, soit de rejet. Et nous n'irons pas au-delà de cela. Au XVIIIe siècle, on employait trois mots latins pour exprimer effectivement cette esthétique-là. On disait placere, plaire, movere, remuer, et docere, enseigner. Trois mots qui, effectivement, eh bien, ont un cheminement. Ce que nous venons de faire ici, c'est le fameux placere. Mais placere ne signifie pas que ça plaît, c'est que ça nous interpelle. Et en fonction de ce que vous avez comme passé musical, de connaissance des instruments, de connaissance de l'histoire, d'autres informations se seront probablement déroulées dans votre esprit. Certains se seront dit, tiens, on dirait de la musique baroque. Certains se seront dit, tiens, on dirait du violon. Tiens, on dirait un clavecin qui accompagne. Tiens, on dirait une sonate. Tiens, on dirait de la musique de Corelli. Alors évidemment, vous voyez, je vais en gradation et de précision, bien sûr, pour arriver à vous dire que c'est en fait une sonate de Corelli, hein, une sonate pour violon et basse continue de Corelli que nous entendons. J'ai pris soin de ne pas prendre une thématique des 13 mardis, évidemment, que nous allons faire pour avoir cette petite démonstration. Alors, on dira, oui, voilà, placéré. Cette musique, alors, génère une forme d'émotion, mauvais. Et encore une fois, positive, négative, peu importe, mais vous avez tous ressenti quelque chose. Il m'étonnerait vraiment que certains d'entre vous disent « Quelle musique joyeuse alors !» Car, vous l'avez bien entendu, elle n'est pas joyeuse. Elle a une mélancolie, elle développe une certaine forme de mélancolie. Mais elle ne nous dit pas pourquoi. Corelli ne nous a pas dit « J'ai écrit cette musique sous le coup de ». Voyez-vous, cette musique reste une musique abstraite d'une certaine façon. Il y a d'ailleurs eu, à l'époque de Corelli, des commentateurs qui ont posé cette question à l'éclosion de la sonate. Sonate, que me veux-tu? C'est une drôle de forme, sonate, que me veux-tu? Mais en fait, quand les gens étaient habitués, les mélomanes étaient habitués à avoir des œuvres religieuses dont le texte était bien clair et bien déterminé, lorsqu'ils étaient habitués à écouter des madrigaux chantés avec un texte poétique, lorsqu'ils étaient habitués à de l'opéra ou à toutes ces formes, on savait ce que la musique nous disait puisqu'il y avait un texte qui l'accompagnait. Mais quand la musique instrumentale s'est développée à l'époque de Corelli, au milieu du XVIIe siècle, on s'est dit, mais qu'est-ce que la musique peut bien vouloir nous dire, puisqu'il n'y a pas de mots derrière cette musique? Eh bien, c'est justement cela, le mauvais ré. C'est le fait que cette musique vous émeut, vous touche, encore une fois, de mille manières différentes, mais qu'en même temps, eh bien, elle soit effectivement quelque chose qui remue. Mauvais ré, c'est d'ailleurs mettre en mouvement l'âme, c'est la faire remuer. À ce moment-là, on peut commencer à faire des transversalités. Et si nous voulions comprendre un petit peu l'état d'esprit de Corelli quand il écrit cette musique, ce n'est pas tant à lui qu'il faut faire appel, parce que lui ne nous dira rien, c'est plutôt à son temps et à son époque. Et de cette façon, eh bien, on peut très bien basculer sur une transversalité. Vous venez d'entendre une œuvre dans laquelle la violon était mis en évidence. Donc voilà la référence, si vous voudrez la retrouver, hein, la référence de cette musique. Nous avons entendu qu'elle était accompagnée d'autres instruments. Alors, on dira un clavecin, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, on y viendra dans un moment. Et on peut donc prendre une image qui, d'une manière ou d'une autre, renvoie à cette musique. Et c'est vrai que les instruments que vous voyez sur ce qu'on appelle une nature morte aux instruments de musique, eh bien, correspond exactement, ou presque exactement, à l'effectif que vous entendez ici.
Nous allons commencer le dockéré. Et peut-être que ce dockéré va nous ramener après au mauvais ré, bien sûr, à l'émotion. Un tableau comme celui-ci a un intérêt musicologique certain. C'est-à-dire qu'on y voit un ensemble d'instruments de musique qui sont de l'ordre des instruments que l'on pratique dans la sonate au XVIIe siècle, hein, et on peut, et c'est une des premières étapes que l'on doit faire, c'est se dire, voilà, une nature morte aux instruments de musique, il y en a-t-il d'autres? Et en effet, il y en a tant qu'on veut de ces natures mortes aux instruments. Regardez, et on voit que ce sont très souvent le même genre d'instrument qui apparaît. Ici, il n'y a pas à proprement parler de violon, mais vous voyez un clavier. Et c'est vrai que ce qui nous importe, encore une fois, quand nous regardons ceci, c'est d'identifier les instruments dockérés, c'est aussi se documenter. Quels sont donc les instruments que vous voyez ici? Ben, vous voyez un instrument à clavier. Alors, c'est un instrument très étrange parce qu'il ne ressemble pas, à vrai dire, à nos pianos, même s'il a un clavier qui peut y ressembler. On a un instrument qui est couché comme cela, déposé sur ses cordes, et qui est ce qu'on appelle un grand luth, un théorbe, un archiluth. On va voir dans un instant le détail de ces instruments. Un autre un peu plus petit déposé là-bas, et un violon. Et nous sommes effectivement dans ce propos-là. Alors, regardez, alors, une des étapes, c'est évidemment d'aller s'informer sur les instruments. Je parlais d'un grand luth, hein, qui permettait de tenir les accompagnements de ces musiques. Eh bien, instrument très curieux, avec de nombreuses cordes, comme vous le voyez, avec des cordes qui passent même au-dessus, hein, du manche, et donc un instrument qui est très, très, très utilisé au XVIIe siècle, et pour lequel le répertoire donne une couleur tout à fait particulière. Ce serait intellectuel que de faire une description organologique, c'est-à-dire dans l'histoire des instruments de musique, de l'instrument, il fait partie des cordes passées, des instruments anciens, des instruments d'accompagnement, même s'il a un répertoire qui lui est propre. Et donc, écouter comment il sonne n'est pas simplement se dire « Ah, voilà, maintenant je sais comment ça sonne ». C'est quelque chose que l'on va se mettre dans la tête, c'est quelque chose que l'on va essayer d'intégrer profondément à la musique. Écoutez, voilà comment sonne cet instrument. Ça ressemble un peu à une guitare. Oui, c'est le même principe, sauf que ce n'est pas une guitare, bien sûr. Mais là, évidemment, avec un peu plus qu'une demi-heure de temps pour vous présenter, je pourrais aller beaucoup plus loin dans l'explication de cet instrument. Il n'empêche, c'est un instrument fondamental au XVIIe siècle. Autre instrument que nous avons vu sur le tableau, c'est celui-ci. Voilà, c'est ce que l'on appelle alors une épinette. Et vous avez remarqué que cet instrument était déposé sur une table dans la nature morte que je vous ai présentée tout à l'heure. On voyait d'ailleurs une magnifique nappe très ouvragée sur laquelle il était déposé. L'épinette, c'est un instrument dont le terme épinette vient de spinetta, qui veut dire une petite épine, en quelque sorte. Et il a en fait un peu la forme d'une épine. Ça dépend un petit peu, hein, ça dépend un petit peu de la facture de l'instrument. C'est un instrument à clavier, comme vous le voyez. Voilà une épinette italienne, donc pratiquement de la même époque que celle de Corelli. C'est un instrument avec un petit clavier et avec de petites dimensions. C'est un instrument que l'on sait porter tout seul et que l'on sait déposer sur une table pour pouvoir en jouer. Et le principe de cet instrument, c'est un clavier qui est un instrument, l'épinette est un instrument à cordes, là aussi comme un luth, et à cordes pincées, d'ailleurs comme le luth l'est aussi, sauf que la corde n'est pas pincée par le doigt du musicien, mais par une mécanique qui est reliée à la touche. Ça veut dire que quand vous appuyez sur une touche, vous avez une petite mécanique qui fait qu'un onglet, ting, vient passer la corde. Ce qui lui donne un son très court, ce qui lui donne un son aussi très, très étonnant et très curieux, mais un son qui s'apparente à celui du clavecin, qui est un instrument plus grand.
Mais le clavecin est un instrument de même nature, mais plus grand, qui s'apparente aussi à un autre instrument qu'on appelle le virginal et que l'on trouve essentiellement dans les Pays-Bas et en Angleterre. Ainsi, tous ces instruments à cordes pincées sont effectivement d'une grande richesse. Et vous en écouterez le son également, parce que le son n'est pas de même nature que celui du luth. Son, son métallique. Oui, que finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec le son pincé du grand luth, qui a quelque chose de beaucoup plus doux. Ceci a ce côté très pincé. Et cet instrument va devenir la base de la musique domestique. Quand on joue de la musique à la maison, on n'a pas nécessairement un grand clavecin. Tout le monde n'a pas chez lui aujourd'hui un piano à queue d'ailleurs, mais on peut avoir un piano droit. Eh bien, ça fait un peu l'office d'un instrument que l'on a chez soi pour faire de la musique entre amis. Reste alors un instrument qui est fondamental, bien sûr, puisque c'est lui qui donne pratiquement toute la couleur, c'est le violon. Et le violon, alors, est un instrument, là, je ne vous fais pas l'affront de vous présenter le violon et de vous dire, ah, regardez, voilà un violon, mais tout simplement de vous dire que le violon, à l'époque de Corelli, a déjà presque un siècle d'existence et que cet instrument est né à Crémone, comme vous le savez. Alors, à trouver ces lettres de noblesse à Crémone, le violon n'est pas né à Crémone. Il y a eu, évidemment, bien avant cela, toute une série d'instruments, mais c'était plutôt un instrument populaire et un instrument de rue. Et c'est les luthiers de Crémone, Amati, la famille Amati en particulier, qui vers 1560, comme cela, eh bien, a développé un instrument qui va devenir impeccable et qui va devenir parfait, avec un succès tout à fait incroyable. Vous l'aurez peut-être remarqué, parmi les instruments de musique, beaucoup ont évolué au cours du temps, mais le violon est resté le même que les tout premiers violons que l'on avait créés à Crémone. On a bien adapté quelques petits éléments techniques de l'instrument, mais fondamentalement, il est né quasiment parfait. Et il a eu un énorme succès, de sorte que les premières œuvres instrumentales que l'on entend dans l'histoire de la musique, ce sont des œuvres écrite pour le violon, pour cet instrument qui vraiment était né. Et donc des virtuoses se sont développés, se sont transformés. Corelli en faisait partie de manière tout à fait claire et tout à fait évidente. Donc je reviens un instant à mon tableau lui-même et on dira effectivement, voilà, on a appris les instruments qui sont dans cette sonate. Encore une fois, vous pouvez entendre un luth, un clavecin ou une épinette et le chant du violon. Votre écoute est déjà plus documentée concernant cela. Mais ça permet peut-être aussi de repérer les choses. Maintenant, sonate, que me veux-tu? Pourquoi me touches-tu et que tu ne me dis pas pourquoi? Mais c'est la même chose avec ce tableau. Ce tableau, un jour, moi, je n'étais pas un grand amateur de nature morte. Aujourd'hui, oui, maintenant, je me suis vraiment pris d'un amour fou pour les natures mortes, mais celle-ci m'intéressait en tant que musicologue, bien sûr, en me disant, ce sont des instruments de l'époque, c'est intéressant de voir comment ils sont représentés. Et en feuilletant un jour, il y a très longtemps, un livre qui traitait des instruments de musique anciens, je suis tombé sur cette nature morte-là, qui m'a littéralement scotché, comme on dit. Et pourquoi est-ce que cette nature morte m'a scotché? Oh, pas parce qu'elle est magnifiquement belle, mais c'est parce qu'elle est totalement anormale. Elle est totalement anormale parce que si vous regardez, non pas les instruments, ils sont assez fidèles, mais si vous regardez la manière dont ils sont présentés, c'est toute de l'anomalie. Un violon déposé comme ceci sur le bord d'un instrument, c'est extrêmement dangereux parce qu'il pourrait glisser et il pourrait tomber. Des grands luths que l'on dépose sur leurs cordes, ça peut se faire pour quelques minutes, mais certainement pas pour longtemps. Et qu'est-ce qui me fait dire, et le cheminement se fait, qu'est-ce qui me fait dire qu'ils sont là depuis longtemps? Mais c'est qu'il y a de la poussière sur les instruments. Voyez-vous, il y a de la poussière. Ça veut dire que s'il y a de la poussière sur le dos d'un instrument que l'on tient comme ceci, c'est qu'il a été déposé là il y a longtemps et que ce n'est pas normal qu'il soit resté sur ses cordes. Et là, c'est plutôt notre esprit critique et notre esprit qui se mettent en œuvre. Vous auriez beau chercher, comme chez Corelli, ce qu'a voulu dire le peintre, vous ne le sauriez pas. Mais
C'est là que la nature morte prend vraiment un sens particulier. Ça signifie que, manifestement, à un moment donné, on faisait de la musique dans cette maison et on a dû s'arrêter. Et on a dû s'arrêter en catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Un événement extérieur, un des musiciens s'est senti mal, on n'en sait absolument rien, encore une fois. Biographiquement parlant, on ne peut pas le savoir. Il n'empêche que, manifestement, on n'est pas revenu. Et on n'est pas revenu et on a laissé la scène telle qu'elle, au point que la poussière s'est déposée sur les instruments. Oui, mais si on voit qu'il y a de la poussière, c'est parce que quelqu'un est passé et a fait comme on fait, de manière parfois un petit peu pour observer la poussière que l'on a chez soi. On est passé plusieurs fois. Et ceci n'est peut-être pas simplement une mesure de la poussière, mais une petite caresse. Caresse, on passe à côté de l'instrument. On n'y touche pas parce qu'il symbolise quelque chose certainement pour la pensée, et alors on fait une petite caresse en passant. Et manifestement, plusieurs fois, une main avec 2, 3 doigts est passée sur l'instrument et lui a fait une petite caresse. Et alors, ce qui émane dans notre esprit, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et c'est là que ça vous renvoie à vous-même. Le dockéré s'arrête là, parce qu'il y a un frein. On ne sait pas et on ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais ça génère une émotion. Et quand j'écoute cette sonate de Corelli, j'ai le même phénomène. C'est-à-dire que je ressens bien qu'elle a quelque chose de triste et de mélancolique. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est le pouvoir émotionnel de la musique et de l'art, à proprement parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que Corelli, je regarde l'heure parce que on sait toujours quand je commence, mais pas quand je m'arrête. Donc, je vais essayer de respecter évidemment le mieux possible le propos. Avec Corelli, on est en fait chez un musicien qui est un grand violoniste, qui a travaillé, qui est né à Bologne, mais qui a travaillé à Rome et qui a été au service de Christine de Suède. Là, c'est de l'histoire. Il était musicien de l'orchestre de Christine de Suède quand Christine de Suède a quitté la Suède et Stockholm, abdiquant et devenant finalement, se convertissant du luthéranisme au catholicisme et finalement s'installant à Rome où le pape lui donnera l'usage du palais Farnèse, excusez du peu. Et là, dans le palais Farnèse, eh bien, Christine de Suède va engager des musiciens, va acheter des œuvres d'art, va avoir énormément finalement d'intérêt. Parce que Christine de Suède est en fait quelqu'un de philosophiquement extraordinairement puissante et qui considère que l'art est un élément essentiel de la vie de l'être humain. C'est elle qui, par exemple, va recevoir, avant de s'en aller à Rome, qui va recevoir à Stockholm un certain René Descartes. Descartes, rappelez-vous, est mort en 1650 à Stockholm. Et donc, Descartes était très intéressé par les idées qui correspondaient de longue date avec Christine de Suède. Car Descartes cherchait, dans sa pensée, à combiner la raison pure, vous connaissez Descartes bien sûr, avec finalement ce qui empêchait la raison pure de pouvoir s'épanouir, c'est-à-dire le côté passionné des êtres humains. La passion annihile la raison, voyez-vous, et c'était un problème pour Descartes. Or, Christine de Suède avait sa petite idée sur le sujet. Et donc, Descartes avait hâte de rencontrer Christine de Suède et a décidé donc d'aller la rencontrer à Stockholm. Elle l'avait averti. Attention, je suis en plein travail. Elle avait une capacité de travail remarquable. C'est l'époque où j'ai beaucoup de négociations à faire concernant la fin de la guerre, etc. Je ne pourrai vous recevoir dans la bibliothèque, dans ma bibliothèque, qu'à 5 heures du matin. Descartes était tout de même monté, malgré tout, à Stockholm. C'était l'hiver. Alors Descartes a pris froid dans la bibliothèque de Christine de Suède et est mort à Stockholm d'une pneumonie. Donc elle l'avait averti, on ne peut pas dire qu'elle n'avait pas averti. Enfin, ça, ce n'est pas évidemment le propos central, mais c'est que probablement ce que Christine a pu générer chez Descartes, c'est une réflexion justement sur la nature même de la passion et de la raison. C'est-à-dire qu'elle avait l'idée, Christine de Suède, qu'il y avait, et c'est moi qui extrapole comme cela, évidemment, une sorte d'axe où de chaque côté se trouvait la raison et la passion. Et que finalement, quand la passion devenait forte, la raison était entravée, et quand la raison prenait le dessus, eh bien, c'était plutôt la passion qui s'atténuait. Et on sait très bien que dans l'art, par exemple, une fugue de Jean-Sébastien Bach n'a pas le même côté affectif et passionnel qu'un opéra de Verdi ou de Puccini.
il y a effectivement des différences. Mais Christine, justement, disait, mais ce qui permet à la raison de méditer sur la passion et de la comprendre, et ce qui permet à la passion de s'atténuer vers la raison, c'est l'œuvre d'art, disait-elle. Et l'œuvre d'art se situe quelque part sur cet axe comme un médium entre passion et raison. Et c'est quelque chose qui est fondamental parce que pour pouvoir composer une œuvre musicale ou un tableau, il faut effectivement qu'il y ait très, très, très clairement une grande part de raison. Le compositeur est un technicien, il écrit des choses. Jouer de la musique est effectivement demande une technique, c'est-à-dire, mais en même temps, il demande d'avoir une passion. Et quand la passion se met à réfléchir sur la raison, ça génère une œuvre. Et quand la raison, eh bien, permet de s'adapter à la passion, alors et c'est l'œuvre d'art pour Christine de Suède qui était effectivement le médium entre passion et raison. Descartes va mourir en 1650 à Stockholm, non sans avoir écrit un ouvrage qui est très étrange, parce que Descartes, qui a toujours écrit vraiment, qui a cherché le côté cartésien le plus important, écrit à la fin de sa vie, le dernier ouvrage qu'il écrit là-bas, c'est le traité des passions humaines. Et donc, ça montre à quel point il y a une interférence entre l'un et l'autre. Où est-ce que je veux en venir en disant cela? Eh bien, c'est qu'on trouve effectivement dans l'œuvre, alors là, on fait un grand saut, évidemment, hein, mais dans l'œuvre de Corelli, et dans l'esprit de Catherine de Suède, on trouve effectivement une manière de raisonner. L'œuvre d'art est un médium entre la vie réelle et le symbole. Car l'œuvre d'art est un symbole. Et rappelons-nous tout de même que lorsque dans un opéra, un personnage vient à mourir, elle ne meurt pas vraiment, le personnage ne meurt pas vraiment, c'est le symbole de la mort. C'est-à-dire que quand on entend la sonate de Corelli et qu'elle nous émeut pour sa tristesse, ce n'est pas de la vraie tristesse, c'est un symbole de tristesse qui nous renvoie à nous-mêmes. Et peut-être à ce moment-là, aurez-vous l'intention de dire « Ah mais oui, ça m'émeut parce que… » Et là, c'est évidemment chacun qui aura sa dernière part de l'écriture. Je dirais tout simplement que l'important, quand on veut faire de l'écoute active ou de l'art actif, eh bien, c'est d'abord de remettre les choses sur le tapis. C'est d'abord d'enlever les œillères que l'on peut avoir. Et surtout de tenter d'éviter les fâcheuses tendances que l'on a aujourd'hui à ne lire les choses que dans un seul sens. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Alors, c'est un exemple très étonnant et très curieux, Les trois âges de la femme de Klimt, un tableau parmi les plus célèbres du monde. Voyez-vous que d'ailleurs, dans certaines, et je ne dirai pas de marque, mais que dans certains magasins d'ameublement bien connus, eh bien, on présente en enlevant le personnage de gauche pour ne garder que la jeune femme avec le bébé. Parce qu'on se dit, c'est trop tragique, c'est trop sombre, c'est trop grave. Quand vous ouvrez un ouvrage d'histoire de l'art et que vous lisez un propos sur ce tableau, la plupart des commentateurs vous diront on est… C'est moi qui fais ce bruit-là, non? Pardon, pardon pour ces dérangements. La plupart des historiens de l'art qui parlent de ceci disent on est, on devient adulte et on a des enfants, on devient vieux et on dépérit. C'est une trajectoire vers la mort. C'est la plupart du temps comme cela qu'on analyse ce tableau. Mais ne voyez-vous pas qu'on pourrait avoir une autre lecture que cela? Alors, celle de dire, ah mais oui, je suis grand-mère, bon, même je suis grand-père, donc voilà. J'ai eu un enfant, qui lui-même a un enfant, qui lui-même aura un enfant. Et plutôt que d'aller vers la trajectoire mortifère de la mort, on va vers la vie. C'est un peu idéalisant ce que je dis là, parce que dans la vie, rien n'est blanc ou rien n'est noir, mais tout est un peu des deux. Cela veut dire que dans certains moments, vous pouvez lire ce magnifique tableau comme étant la promesse de l'avenir, mais d'une autre manière, comme étant évidemment aussi la promesse de notre propre finitude. Et là, ça prend une dimension tout à fait particulière. Ce que Christine de Suède veut montrer, alors ça n'a rien à voir avec Klimt, évidemment, Christine de Suède, mais c'est que finalement, les passions que nous pouvons ressentir, les émotions que nous pouvons ressentir, je trouve que c'est vraiment un tableau horrible parce qu'il nous conduit vers la mort, eh bien, doivent être tempérées d'une certaine manière. Et Klimt ne s'est pas lui-même exprimé sur ce tableau, car je pense qu'il n'y a pas soit mortifère,
soit vers l'avenir, il y a les deux ensemble. Et c'est ça, évidemment, la fonction d'une œuvre d'art. Quelquefois, des œuvres d'art qui nous semblent tellement tristes. Quand c'est un agir de la cinquième symphonie de Gustave Mahler, Mahler ne la voyait pas comme triste. Si nous le sentons triste aujourd'hui, c'est parce que ça a été mis en musique, par exemple dans le film Mort à Venise, parce qu'on voit la jeunesse s'éloigner comme dans le tableau ici. On voit le jeune homme s'en aller vers mer pendant que le vieux chef d'orchestre meurt sur la plage du Lido à Venise, avec cette musique, qui est en fait un chant d'adieu. Mais dans l'adieu que vous entendez ici, est-ce que c'est le drame, la tristesse, ou est-ce au contraire une certaine forme de paix? Analyser la musique, vous le voyez, adopter l'écoute active, docérer permet de renforcer le mauvais ré. Et donc ces trois mots ne sont pas trois mots séparés. Ils sont trois mots qui interagissent l'un avec l'autre et qui forment ce que moi j'aime appeler l'écoute active. Dernier élément, c'est que ces cours s'adressent très souvent à l'étude de musique ancienne, quand je dis ancienne, de musiques qui ne sont plus actuelles. Dans les cours de musicologie, on n'aborde pas très souvent la musique contemporaine, bien que moi j'aimerais le faire, hein, parce que quand je dis la musique contemporaine, c'est la musique classique contemporaine, n'étant pas spécialiste du jazz, du rock, du pop, du rap, etc. Mais il n'empêche, ce sont des disciplines qui sont tout aussi intéressantes que celles de la musique classique. Eh bien, à ce moment-là, pourquoi encore écouter ces musiques-là? J'ai parfois même au conservatoire, dans mes étudiants du conservatoire, des jeunes gens qui me disent, mais vous savez, moi, Mozart, ça ne me secoue plus beaucoup. Je préfère le rap. Mais ma foi, oui. Mais pourquoi alors aller encore vers Mozart? Eh bien, pour essayer d'illustrer finalement ce qu'un certain Voltaire disait, bien un siècle après Descartes, une civilisation, c'est ce qui se souvient. Ça veut dire que pour Voltaire, alors, on ne va pas ici définir le mot civilisation, nous n'avons pas le temps, hein, mais pour Voltaire, ce qui est une civilisation, c'est ce qui tient compte de son passé. Et vous voyez à quel point notre monde d'aujourd'hui est parfois en difficulté avec ce souvenir du passé que l'on voudrait éliminer quand il nous dérange. Eh bien, il n'est évidemment pas question de cela, hein. Une civilisation, c'est ce qui se souvient de son passé. Mais Voltaire prend le soin de nuancer, sans l'essence, c'est-à-dire les émotions. Et rappelons-nous, qui véhicule les émotions? Ce sont les artistes. Hein, sans l'essence, il n'y a point de mémoire, et sans mémoire, il n'y a point d'esprit. C'est évidemment un mot, une phrase clé que depuis des années, j'essaye de mettre en application. C'est-à-dire d'essayer de comprendre que faire un cours d'histoire de la musique n'est pas simplement parler d'histoire, que c'est finalement parler des émotions. Qui sont les témoins émotionnels de l'histoire? Mais les artistes. Ce sont les artistes qui expriment l'émotion de l'histoire. Et comprendre les artistes eux-mêmes, comprendre la rage de Beethoven, apprenant que Napoléon est devenu empereur et non plus tribun du peuple en tant que Bonaparte, eh bien, c'est comprendre aussi l'histoire et comprendre les raisons de cela. Et que la musique n'est évidemment pas seulement un assemblage de notes, mais elle est un témoignage du passé. Se souvenir de l'histoire, se souvenir de l'art, se souvenir de la musique, c'est évidemment quelque chose qui est de l'ordre de la profonde émotion et de la profonde compréhension. C'est en tout cas toujours cette dimension humaine, humaniste que j'essaye de mettre dans mes cours. Voilà, ça réussit parfois mieux que certaines fois, mais en tout cas, c'est toujours avec beaucoup de passion que je vous en parle. Merci beaucoup. J'ai débordé de 4 minutes. Pardon. Voilà, un tout grand merci pour ce voyage, parce que c'est ça dont C'est il un voyage. s'agit. Un voyage dans le temps, Oui. un voyage aussi L'espace. dans l'espace. On a vu des lieux, tu as fait des références à Vienne et d'autres À Rome. à Rome, exact. Et surtout un voyage dans les émotions. Donc, je crois que c'est ça le plus important à retenir. Si vous avez envie de poursuivre, ben Jean-Marc, comme on le disait au début, la musique en voyage, c'est un très, très beau cours qui se donne donc à la ferme du Biérot.
et qui est un concert suit le cours de Jean-Marc en lien avec ce qu'il aura expliqué pendant ces 2 heures de cours.